Nous sommes dans une maison un peu spécifique, qui est la maison des dominicaines de la Présentation de Tours. Et cette maison, elle est née de l'impulsion d'une femme. C'est juste pour que vous puissiez vous situer un petit peu sur ce que là où nous sommes. Changer le micro. Elle est née de l'intuition d'une femme à la fin du XVIIe siècle, en 1696, une femme qui s'appelait Marie Pouspin et qui a eu une intuition très simple, mais nous savons que les intuitions simples sont parfois les plus fécondes. Elle a compris que l'annonce de l'Évangile ne pouvait pas être séparée du service des personnes, et notamment des personnes les plus vulnérables. Et depuis plus de 3 siècles, cette intuition poursuit son chemin, continue à porter du fruit. Nous sommes 2800 dominicaines de la Présentation de par le monde. Les sœurs ont quitté cette région d'origine, se sont dispersées. Elles ont appris de nouvelles langues. Vous croiserez dans les couloirs des femmes qui parlent l'espagnol de Colombie, des femmes qui parlent l'anglais. Nos sœurs d'Irak connaissent les sœurs de la Présentation de Bagdad, qui ont notamment, je crois, un grand hôpital, une maternité. Les sœurs ont rencontré de nouvelles cultures, autrement dit, elles ont fait ce que fait toute tradition vivante. Elles n'ont pas transporté le XVIIe siècle avec elles, mais elles ont transporté un esprit qui a voyagé à travers les siècles et qui a pris des formes nouvelles selon les lieux, selon les peuples, selon les époques. Et je crois qu'il était difficile d'imaginer un meilleur lieu pour réfléchir à notre thème, transmettre et créer dans la tradition chrétienne. Cette maison nous rappelle déjà cette vérité essentielle. Une tradition n'est pas faite pour être conservée, elle est faite pour être transmise. Et ce faisant, la tradition, elle vient transformer toujours, non pas qu'elle fasse perdre son identité, mais elle renforce l'identité dans cette transformation à la rencontre de nouvelles personnes, c'est ce qu'on va vivre cette semaine, à la rencontre de nouvelles cultures et de questions nouvelles. Demain, vous entendrez le frère Olivier Thomas nous parler de ce programme de recherche de la Bible en ses traditions. Et je crois que nous comprendrons assez vite que les nouvelles technologies viennent irriguer les savoirs les plus anciens, les traditions les plus anciennes d'un nouvel élan. Alors je laisse frère Olivier Thomas vous l'expliquer plus longuement, mais dans la tradition dominicaine, l'innovation vient toujours servir la tradition. Donc je remercie les sœurs de leur accueil parce qu'en ouvrant leur maison, elles nous ont fait entrer dans cette histoire de transmission dans laquelle nous entrons à notre tour ces jours-ci. Alors maintenant, allons droit au but. C'est la Coupe du Monde. Je sais que jeudi soir, peut-être certains d'entre vous souhaiteront regarder le match. Je crois qu'il y a un match France, non ? Non ? Bon. Maroc-France, non ? Allons droit au but, nous sommes dans une université et nous savons tous qu'il s'est passé quelque chose de très important ces dernières années, un phénomène même qui prend énormément d'ampleur, on a du mal à mesurer ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'intelligence artificielle. Et donc cette intelligence artificielle, elle va être au cœur de notre interrogation d'enseignants, de pédagogues, peut-être même d'étudiants. Comment est-ce que ces changements techniques ne sont pas de simples outils supplémentaires à apprivoiser, même s'ils sont cela, mais qu'est-ce qu'ils viennent dire de notre manière de penser, de notre manière d'apprendre, de notre manière d'enseigner, de notre manière de transmettre. Alors, faisons un tout petit peu un saut dans le temps. L'imprimerie a été l'une de ces inventions. Beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard, Internet a été une autre de ces inventions. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, l'intelligence artificielle est probablement en train de devenir une de ces 3e inventions qui bouleversent le monde. On ne sait pas encore quels sont les métiers qui vont demeurer
et ceux qui vont advenir. Ce que nous savons, c'est que la transmission du savoir, qui est au cœur du projet universitaire, est bouleversée. Il n'y a pas une journée où on ne nous saisit pas pour nous dire « tel étudiant a rédigé son mémoire entièrement avec l'IA. Qu'a-t-il fait, lui? Qu'est-ce qu'il a pensé ?» Alors on prend contact, l'étudiant nous explique que si, il a pensé parce qu'il a nourri l'IA. Il a nourri les prompts. Il a donné ses questions. Et nous ne savons pas vraiment discerner ce qui est de l'étudiant et ce qui est de l'IA. Les enseignants sont assez démunis face à ces enjeux nouveaux et nous souhaitons, durant cette semaine, en discuter ensemble. Ce que nous savons à Domuni, c'est que ce qui n'était pas possible l'est devenu. Domuni est né d'une révolution, j'en ai parlé à l'instant, la révolution d'Internet. La date de fondation de Domuni, c'est 1998, c'est-à-dire ça fait 28 ans. Et à l'époque, on disait aux frères qui ont fondé, frère Michel et 2 autres frères, ce n'est pas possible. Parce qu'une université, c'est quoi? C'est une salle de cours physique, comme nous sommes réunis aujourd'hui. C'est des horaires. C'est un tableau. C'est une bibliothèque physique où on va chercher des livres. Il y a une très belle bibliothèque à l'école biblique de Jérusalem. Les étudiants se déplacent pour la bibliothèque. Une université, une vraie université, ça ne peut pas être à distance. Et ce qui se fait à distance, disait-on à l'époque, c'est au rabais. C'est de moins bonne qualité. Nous avons fait un autre pari. Vous avez fait un autre pari, puisque vous avez rejoint l'aventure à un moment donné. Et nous avons pensé que ce qui faisait une université, ce n'était pas d'abord le bâtiment, aussi beau soit-il. Ici, il est très beau, on pourrait installer Domuni à Tours, et progressivement, demander aux sœurs de plus en plus d'espace, avec le sourire, et compléter les salles. Non, ce qui fait une université, nous avons pensé que ce n'était pas d'abord un bâtiment, mais une communauté de recherche. Une communauté de professeurs et d'étudiants qui cherchent ensemble la vérité. Et aujourd'hui, ça paraît presque évident que c'est possible. Nous le vivons au quotidien. Mais il y a 25 ans, cette intuition-là était loin de faire un consensus. Alors aujourd'hui arrive un deuxième paramètre, un deuxième facteur qui bouleverse. C'est l'intelligence artificielle, et on a l'impression que cette révolution, elle va encore plus loin, parce que l'intelligence artificielle dialogue avec celui qui cherche. Je connais des enseignants, et je crois que cette semaine, ils témoigneront, qu'ils ont trouvé dans l'IA un véritable interlocuteur, peut-être même celui qu'ils n'avaient jamais eu avant, qui s'intéresse à leur domaine de recherche, qui leur fournit du répondant, qui les critique. Si vous acceptez d'être critiqué, l'IA peut vous critiquer. Et donc, il y a quelqu'un qui parle. Or, le propre de l'humain, c'est celui qui parle. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'être humain à l'heure où l'intelligence artificielle parle, ce qui est le propre de l'humain? Est-ce qu'il nous reste quelque chose de propre? Et si oui, quoi? C'est la question qu'on va se poser cette semaine. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle, elle génère des inquiétudes. On va en entendre parmi vous cette semaine. Je sais qu'il y a des enseignants qui arrivent demain, il y a à peu près une dizaine d'enseignants qui arrivent demain matin, parmi lesquels je connais déjà les objections. Attention, les étudiants n'étudient plus, ils ne pensent plus, ils ne parlent plus, ils n'écrivent plus. Je corrige ChatGPT toute la journée, et c'est pas faux, c'est inquiétant. Mais cette intelligence artificielle, elle peut favoriser aussi la créativité. Je vous ai fait cette allusion à ces enseignants qui l'utilisent, à ces étudiants qui l'utilisent, et bien au-delà de la paresse intellectuelle, qui savent s'en saisir pour aller plus loin. Alors les questions qu'on se posera, qu'est-ce qu'apprendre? Qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce qu'un professeur? Est-ce qu'il y a encore une place pour les professeurs à l'heure de l'IA?
Et qu'est-ce qu'au fond une université? Parce que si tout est accessible comme ça de manière universelle dans toutes les langues, en temps réel des quatre coins du monde, est-ce que nous avons encore une raison d'être? Et c'est peut-être ici que la tradition chrétienne peut nous aider, pas parce qu'elle a des réponses toutes faites, mais parce qu'elle a déjà traversé plus de 2000 ans de mutations culturelles immenses. Elle sait qu'une civilisation change, elle sait qu'un langage change, elle sait que les techniques changent. Et elle sait aussi que certaines questions demeurent. Alors quelles sont ces questions? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Comment transmettre ce qui fait vivre? Quelles sont nos raisons d'espérer et de faire espérer? Et c'est à partir de ces questions que je voudrais qu'on poursuive cette semaine notre réflexion. Ce que je vais vous raconter maintenant peut paraître une blague, mais ça ne l'est pas. Il y a 25 siècles, Platon rapporte une critique célèbre de l'écriture. Vous avez dans le Phèdre un roi égyptien, Thammuz, qui répond aux dieux, inventeur de l'écriture, et qui se plaint que cette invention ne va pas fortifier la mémoire. Écrire, c'est finalement nuire à la mémorisation, qui serait le propre de l'humanité. Et au contraire, l'écriture va venir affaiblir l'humanité. Et les hommes, dit-il en substance, vont cesser d'exercer leur mémoire parce qu'ils feront confiance aux signes écrits. Alors aujourd'hui, ça peut prêter à sourire, ce genre d'anecdote. Mais n'est-ce pas là le même raisonnement, la même logique qu'on emploie pour l'intelligence artificielle? On a peur que l'IA vienne réduire à néant quelque chose d'essentiel de la pensée humaine, du langage humain, de la communication entre les hommes. Et pourtant, nous savons que l'écriture n'a pas détruit l'intelligence humaine, mais elle l'a décuplée. Elle l'a transformée, elle a permis la philosophie, le logos, elle a permis le droit. Je suis juriste, il y a des juristes parmi nous. Le droit est d'abord une science écrite. Elle a permis les bibliothèques, elle a permis les universités. Et de même, bien plus tard, quand l'imprimerie apparaît au XVe siècle, beaucoup craignent, et c'est très amusant aussi à lire dans les manuscrits, beaucoup craignent que l'abondance des livres ne fasse disparaître la vraie culture. Une espèce de dissolution. Là, vous avez quelques livres de d'omnipresse, une sorte de dissolution du savoir. On a redouté une inflation des textes. Et aujourd'hui, on redoute par l'IA une inflation, mais qui est une dispersion du savoir. On craint aussi que les lecteurs ne deviennent des êtres superficiels qui surnagent. À l'heure de l'IA, de l'Internet, des réseaux sociaux, on a l'impression d'une superficialité qui nuit à la profondeur de l'humanité véritable. Et là encore, ces inquiétudes n'étaient pas absurdes. Elles ont leur raison d'être. Mais ça veut dire en fait que chaque révolution technique oblige les enseignants que nous sommes à repenser leur manière d'enseigner. Elle oblige les chercheurs à revoir leur manière de chercher. Elles obligent les étudiants, et nous sommes tous quelque part toujours des étudiants, à revoir leur manière d'apprendre. Et donc notre responsabilité, vous l'avez compris, à Domuni n'est pas de défendre le monde d'hier contre celui d'aujourd'hui, ni même en faveur de celui de demain, mais c'est une responsabilité beaucoup plus exigeante qui consiste à discerner, essayer de comprendre ce qui doit être conservé, reconnaître ce qui doit évoluer et peut-être, créateur, inventer ce qui n'existe pas encore.
Voilà, je nous invite cette semaine à devenir des créateurs de ce qui n'existe pas encore. Vous ressortirez peut-être, comme disait Lévinas, le philosophe juif que j'aime bien, vous ressortirez sans doute avec plus de questions que de réponses. Voilà pourquoi Domuni occupe une place singulière. Si tout le monde pensait comme nous, avec ce cadre-là, il n'y aurait pas besoin de vivre Domuni, de construire Domuni, de penser Domuni. Nous sommes là justement parce que nous voulons poser les questions ensemble et commencer d'inventer des réponses. Alors je pense souvent à cette phrase de saint Paul, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns ». Paul ne change pas l'Évangile, mais il a changé la manière de le communiquer. Il a parlé autrement aux Juifs, il a parlé autrement aux Grecs, il a parlé autrement aux habitants de l'Aréopage, il a parlé autrement aux premières communautés chrétiennes. Il a adapté son langage, jamais le cœur de son message. Il a adapté son langage et il y a là une véritable leçon pédagogique. Nous essayons de transmettre, non pas en répétant indéfiniment les mêmes mots, même si nous les véhiculons, mais nous essayons de rendre une parole intelligible pour ceux qui la reçoivent. Et cela dans vos propres cultures, que ce soit au Moyen-Orient en langue arabe, que ce soit en langue espagnole, et c'est déjà différent que ce soit sur le continent européen ou en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est ce que nous essayons de vivre. On n'est pas là appelé à protéger des méthodes, mais appelé à servir une intelligence, l'intelligence, et ça suppose de nouvelles formes. Alors c'est pour ça que quand on a choisi le thème de l'université d'été, on a choisi transmettre, parce que c'est bien l'essence même de Domuni Universitas, et nous avons choisi créer, parce que nous sommes quelque part condamnés à être des créateurs, condamnés à créer. Et c'est ici que nous découvrons quelque chose d'assez paradoxal, parce que nous aimerions bien savoir ce que sera Domuni dans 20 ans et même dans 5 ans. De savoir en général ce que sera l'université dans 20 ans et même dans 5 ans. Nous aimerions bien connaître à l'avance les bonnes pratiques. Et je sais que demain, après-demain et jeudi matin, dans l'atelier des enseignants, nous allons essayer de partager des bonnes pratiques. Nous aimerions bien savoir tout ça à l'avance, les bons modèles, les bonnes décisions, mais personne ne le sait. Et nous sommes dans une période fondatrice, c'est ça que je voudrais vous communiquer au début de cette Summer School. Nous sommes dans une période fondatrice, ce n'est pas une période stable où il suffirait d'appliquer des recettes éprouvées. Non, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés d'inventer et d'inventer très rapidement. Je dirais pour cela, nous sommes condamnés à créer. Alors pourquoi condamner ? Parce que quelque part, on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez, par exemple, l'IA fait irruption dans notre monde et nous ne pouvons plus, aujourd'hui en 2026, faire comme si ça n'existait plus. Nous ne pouvons pas suspendre ce temps très rapide. Nous ne pouvons pas demander aux étudiants d'oublier Internet ou l'intelligence artificielle. Et donc la seule véritable question à se poser, c'est comment habiter ce monde nouveau avec intelligence. Alors nous le savons, j'ai déjà fait un petit peu allusion, c'est quand même pas une situation si nouvelle que ça. Ce qui est nouveau, c'est l'irruption de l'IA, mais être confronté à la nouveauté, c'est l'enjeu de chaque génération. Au XIIe siècle, personne ne savait ce que c'était qu'une université. Les universités sont nées historiquement au XIIIe siècle. Et a fait irruption une nouvelle forme de transmission du savoir. Des hommes et des femmes, plutôt des hommes d'ailleurs à l'époque, se sont regroupés pour inventer une nouvelle manière de transmettre et de chercher ensemble la vérité. Ils ont créé des méthodes
qu'on va qualifier aujourd'hui de médiévales, mais à l'époque, elles étaient tout à fait nouvelles. Ils ont créé des programmes d'études, ils ont créé des grades, on dirait aujourd'hui des diplômes. Aujourd'hui, vous savez, en 2026, créer un diplôme, c'est un enjeu considérable. Ça ne va pas de soi. On a l'impression que le diplôme, le grade, le programme, il vient de toute éternité. Non, il est le fruit d'hommes qui ont pensé cette manière de transmettre le savoir avec au bout une reconnaissance qu'on appelle un diplôme. Ils ont inventé des règles de discussion. Vous avez peut-être entendu parler dans la tradition dominicaine de la dispute théologique, de la disputatio. Ça nous paraît aujourd'hui un exercice très académique, mais à l'époque, c'était une véritable innovation intellectuelle. Et ça reposait sur une conviction très forte, dont on a bien besoin encore aujourd'hui, et comme juriste, j'y suis particulièrement attachée. La vérité ne progresse pas si on fait taire les objections. Elle progresse lorsqu'on écoute sérieusement les objections. Au XIIIe siècle, c'était innovant. Prendre au sérieux les arguments de l'adversaire, et avant même de les prendre au sérieux, les connaître. Vous allez avoir Frère Amir Jaget, spécialiste du dialogue interreligieux, qui passe sa vie, si je peux m'exprimer ainsi, à essayer de comprendre les arguments adverses et à les rendre audibles dans la discussion. Ne jamais caricaturer ce que l'autre pense. Et Thomas d'Aquin, à qui on se réfère souvent dans la tradition dominicaine, en donne un exemple très célèbre, parce qu'avant d'exposer sa propre position, il commence toujours, presque toujours, par présenter les objections des autres ou les objections avec beaucoup d'honnêteté. Et ce faisant, il reconnaît leurs forces, puis il cherche à les dépasser. Est-ce que ce n'est pas ça dont notre époque aussi a besoin ? Alors les outils ont changé, les méthodes ont évolué. Quelles seront nos méthodes aujourd'hui, 2026, pour transmettre à notre tour ? Aucune intelligence artificielle ne va pouvoir penser cela à notre place. Elle peut nous aider. Elle peut nous donner des outils, des moyens, mais la question plus fondamentale sous-jacente, elle est de notre responsabilité. Et ce qui constitue la mission la plus importante de notre université catholique, c'est de former des intelligences libres, non pas des gens qui savent tout, parce que ça c'est devenu à la fois possible et impossible, mais des intelligences capables de discernement, capables de poser les bonnes questions, capables de reconnaître la vérité quand ils la rencontrent, capables aussi d'accepter que cette vérité les transforme. Donc la question ne sera pas cette semaine « Que fera l'intelligence artificielle ?» comme si on était devant un monstre sacré presque indomptable. Non, la question sera beaucoup plus exigeante. Quel type d'intelligence voulons-nous former ? Et pour répondre à cette question, nous allons entrer dans notre tradition qui est celle de Domini Universitas, qui est la tradition dominicaine. Qu'est-ce qu'une tradition ? Le mot est parfois mal compris et on oublie que le mot est d'abord tout simplement transmettre. Et c'est pas transmettre, c'est pas d'abord le contenu qui est visé, c'est le mouvement même, c'est un acte. C'est quelqu'un remet quelque chose à quelqu'un d'autre. La tradition, c'est un mouvement. Donc la véritable tradition, vous me voyez venir, elle est vivante, elle est changeante, elle est transformatrice, elle est un passage, elle est une circulation, elle n'est jamais un objet immobile. Il y a un grand théologien dominicain du XXe siècle que vous connaissez sûrement, qui est le père Yves Congar, qui a écrit que la tradition, c'est une citation, c'est la vie de l'Église qui se transmet à travers les siècles. Autrement dit, la tradition n'est pas une bibliothèque, c'est une vie. Et une vie qui va rencontrer des situations nouvelles.
Je sais que ceux d'entre vous qui êtes des parents, plus que les religieux en général, mais les parents comprennent très bien, très vite, très rapidement, même quand les enfants sont en bas âge, que la tradition se transmet dans la vie et qu'elle est confrontée à des situations tout le temps nouvelles, qu'elle répond à des questions nouvelles. Si je parle à des jeunes parents, que vous êtes pour certains, de l'irruption du numérique dans l'enseignement, c'est une évidence, même à l'école maternelle maintenant. Alors je nous invite à faire de cette semaine une semaine de rencontres. On a une chance incroyable, c'est de pouvoir vivre cette circulation des mondes culturels, des cultures, des langues. Tout le monde ne parle pas toutes les langues, mais il y a suffisamment de passeurs, de médiateurs entre nous pour faire le lien. Je souhaite qu'on pense à nouveaux frais, que je souhaite que nous osions inventer des manières de répondre à ces questions nouvelles qui font irruption, dans une attitude d'ouverture pour progressivement être au service des étudiants et de la communauté de Daumunie de manière renouvelée. Voilà. J'espère que vous pourrez prendre le temps des échanges interpersonnels au-delà de ce qui est organisé. On a conçu le programme de manière extrêmement souple pour qu'il y ait justement ces temps d'échange. N'hésitez pas non plus à interpeller d'autres enseignants, d'autres chercheurs. Ce n'est qu'un point de départ, la Summer School. C'est un point d'arrivée parce qu'on se rencontre pour quelques jours, mais c'est d'abord conçu comme un point de départ. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je nous souhaite ensemble de créer une tradition de créateurs. Bonne semaine à tous. Alors, qu'est-ce qui est prévu maintenant, Caroline? Un petit break? Voilà, on va commencer tout de suite par un petit break. Et après, on se retrouve ici pour un temps d'échange plus approfondi sur qui sommes-nous les uns et les autres, se présenter, et vous aurez la parole. Voilà, à tout à l'heure.